Une présentation, hein. Donc moi je suis Gilles Daguillet, je suis porteur de l'offre. Bonjour à tous. Je suis porteur de l'offre Jaios chez ICI, et Elena, voilà, qui intervient en deuxième partie, a été l'animatrice du projet chez Logilec. On va avoir l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Donc notre planning pour aujourd'hui va consister, donc, pour ce qui me concerne, à revenir sur les fondamentaux du Digital Workplace, rappeler des choses pour ceux qui ont déjà une petite idée sur ce qu'est une Digital Workplace, et puis pour les autres, bien leur préciser ce que nous, chez ICI, on la conçoit. Dans un second temps, à quelques minutes donc, de présentation sur le retour d'expérience donc chez Logilec, la mise en place d'un projet de plateforme orienté Digital Workplace avec un mode projet un peu particulier, hein, c'est l'objet de cette séance. Et puis dans un dernier temps, donc nous aurons un petit temps pour répondre à vos questions. Alors, ce que je vous propose, histoire de ne pas perturber le rythme de cette présentation, de ne pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure, et puis on les traitera donc dans le troisième temps de ce webinaire. D'un point de vue du timing, quelques minutes, une petite dizaine de minutes me concernant, 15-20 minutes pour Elena, et puis le temps restant pour les questions-réponses en fin de séance. Oups, alors ça va être à moi faux. Voilà, donc rapidement à ICI, hein, vous aurez tout le loisir d'en découvrir plus en allant sur le site d'ICI, mais en quelques mots, pourquoi est-ce qu'on anime ce webinaire aujourd'hui? Bon, c'est d'abord du fait de l'expertise qu'on a au sein de notre SN pour tout ce qui est projet d'intelligence collective. On accompagne nos clients comme Logilec sur l'ensemble des thématiques mises en jeu sur un projet de ce type, du conseil jusqu'à la réalisation, donc la conception jusqu'à la réalisation, en passant bien entendu par l'accompagnement au changement, hein, qui est souvent une thématique transverse sur tout ce type de projet. Donc voilà comment est-ce que nous on mène et quels enjeux on voit autour de la mise en place d'une digital workplace, hein, les 7 enjeux que nous avons, que nous avons identifiés. Donc le premier enjeu que j'illustre ici, c'est un premier besoin qui constitue en fait la cartographie des usages auxquels vous allez vouloir répondre en termes de contenu ou de services au sein de vos structures. Donc il faut bien comprendre comment elles fonctionnent, quels sont les points clés, quels sont éventuellement les quick wins, avec une approche matricielle sur laquelle vous allez avoir donc sur un axe les 5 familles d'usages qui sont classiquement mises en jeu autour d'une Digital Workplace, d'une plateforme collaborative, qui apparaissent tout autour de ces cercles. La communication, grand classique, évidemment la socialisation, un grand besoin de collaboration. Et puis ça va jusqu'à évidemment utiliser cet outil comme un outil qui va permettre d'augmenter la productivité de l'entreprise. Mais ça, c'est donc un axe de cette matrice. L'autre axe est bien entendu d'envisager le service à rendre à chaque collaborateur, à la fois en tant que personne, donc probablement vous voyez, sur des aspects RH par exemple, à la fois en tant que membre d'une ou de plusieurs équipes qui peuvent être des équipes projets constituées pour un projet ou des équipes plus orientées dans le temps autour d'une expertise ou d'une thématique donnée. Et puis concevoir aussi le collaborateur comme étant membre d'un écosystème. Alors il faut le voir bien au-delà même de l'entreprise, puisque bien entendu aujourd'hui le travail de la plupart des collaborateurs fait intervenir évidemment ses collègues, mais des fournisseurs, des clients, des partenaires de toute nature. Donc il faut vraiment aborder les enjeux, la cartographie des usages auxquels doit répondre ces Digital Workplace sur le croisement de cet axe usage et de cet axe besoin de communication de chaque collaborateur dans l'entreprise. L'enjeu numéro 2, bien entendu, on commence à toucher un petit peu de l'humain. On parle beaucoup de travail collectif dans l'entreprise, hein, c'est une réalité du quotidien et ça date pas d'hier. Il faut bien partager avec l'ensemble des collaborateurs et dans l'ensemble de ses rôles et de ses redevabilités dans l'entreprise. Eh bien, comment est-ce qu'il va pouvoir interagir avec tous les niveaux que j'ai décrits précédemment, comment il va pouvoir interagir pour aller dans le sens, converger en fait, dans le sens souhaité par l'entreprise. Donc on travaille d'une manière de plus en plus transverse, on décilote beaucoup les responsabilités et les fonctionnements dans l'entreprise, mais ça doit s'accompagner par une vision
un peu plus général, un peu plus générique, qui va donner un sens à tout ça pour l'ensemble des collaborateurs. Donc être efficace collectivement, travailler collectivement, oui, mais en essayant de garder en tête l'efficacité au premier chef. Une workplace est à concevoir donc d'un point de vue, dans une approche vraiment globale, et bien au-delà même de l'outil. Elle doit être bien entendu centrée sur le collaborateur et sur ses rôles dans l'entreprise. C'est ce qui apparaît là sur ces petits post-it jaunes. Puisque bien on ne se contente pas d'avoir un poste, une fonction dans l'entreprise, on est une somme d'interaction avec l'entreprise, avec ses collègues, et c'est toutes ces dimensions-là qui doivent être prises en compte pour apporter à chaque utilisateur de la plateforme vraiment un service et des contenus personnalisés. Les rôles qu'on peut occuper dans l'entreprise changent dans le temps, et c'est cette variété-là que la plateforme doit accompagner. L'enjeu numéro 4, j'ai du mal à passer, voilà, la prochaine, c'est, comme je le disais un petit peu précédemment, ne pas concevoir la Digital Workplace comme une solution en tant que telle, mais comme une plateforme qui va devoir agréger, présenter des solutions. Elle n'est pas là pour héberger tous les contenus et tous les services, mais probablement une partie des contenus des services, mais par contre présenter d'une manière unifiée, sous forme de parcours adapté, eh bien, tous les contenus et services qui seront nécessaires aux collaborateurs au quotidien. Il faut vraiment l'envisager comme une sorte de cockpit métier pour chaque collaborateur. Le fait de l'envisager sur une plateforme et une plateforme unique va permettre de mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs une sorte de langage commun partagé, qui va faciliter évidemment l'adhésion aux valeurs de l'entreprise, mais en gardant, comme je le disais là, celle précédente, une offre de services et de contenu qui doit être personnalisée. Le cinquième enjeu, qui n'est pas des moindres, c'est que la plateforme, elle doit être suffisamment souple pour à la fois accompagner l'innovation dans l'entreprise, donc l'outiller, mais également constituer elle-même une brique active des besoins d'innovation de l'entreprise. Donc ça doit accélérer le partage des informations et le partage des services et la collaboration, bien entendu, pour être au service de l'innovation dans l'entreprise. On sait à quel point aujourd'hui cette innovation, elle est permanente. Comme dirait mon PDG, le changement est maintenant la règle dans l'entreprise à tout niveau, métier, architecture hiérarchique. Bon, voilà. Donc c'est vraiment se mettre au service de cette innovation et donc du changement permanent. On va s'attarder quelques secondes sur la partie finalement la plus importante, au-delà des outils et des méthodes. C'est l'humain. On est là que pour accompagner une organisation et des individus. Cet accompagnement, il doit se personnaliser à chaque cas. Il n'y a pas une bonne réponse. On doit la bâtir avec vous et proposer finalement aux collaborateurs, vous voyez, une scénarisation en fait de la mise en place d'une plateforme qui va s'articuler sur ces trois dimensions. La première, assez évidente, assez classique, c'est la hiérarchie dans l'entreprise. On doit évidemment en tenir compte, mais on va s'appuyer aussi sur la dimension des rôles qui existent aujourd'hui dans l'entreprise, mais peut-être de nouveaux rôles qui vont émerger lors de la mise en place de ces plateformes. Il va peut-être y avoir des animateurs d'espaces collaboratifs ou d'espaces experts qui ne se voyaient pas comme ça aujourd'hui, mais qui vont émerger lors du démarrage et de la mise en place du projet. Et dernière dimension évidemment qu'il ne faut pas négliger et que permet vraiment de manière très très souple la plateforme technique sur laquelle on a travaillé avec le GILEC, c'est le temps, et ne pas aller ni trop vite ni pas assez. Bien entendu qu'on doit rapidement mettre en place quelque chose qui apporte de la valeur à chacun des utilisateurs pour qu'ils y adhèrent, mais il ne faut pas aller trop vite, et grâce à la mesure identifiée dès le départ d'un certain nombre d'indicateurs, de pouvoir voir à quel rythme on va pouvoir enrichir en service et en contenu la plateforme pour continuer à dynamiser et à maintenir l'utilisation de cette plateforme. L'enjeu numéro 7, toujours cette même logique, et ça fera ma transition avec la deuxième partie de ce webinaire, c'est travailler en agilité. C'est à la fois ce qu'on a fait lors de la mise en place du projet avec le GILEC, et Elena aura l'occasion de vous l'expliquer plus précisément dans quelques instants, mais également ce principe d'idéation et d'amélioration continue de la plateforme doit être un principe inscrit dès le départ du projet. Voilà. Dans une logique
un petit peu, vous voyez, on essaye, on évalue, on garde pas. Et la plateforme, encore une fois, est suffisamment souple pour permettre comme ça une évolution, un enrichissement très progressif. Et aussi ce principe de j'essaye, je valide, je garde et je garde pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour les grands principes généraux qui qui portent notre réflexion autour de la mise en place d'une digital workplace. Je vais maintenant laisser la parole à Elena pour la suite de cette présentation. Parfait. Merci beaucoup Gilda de cette introduction. Rebonjour à tous. Je me présente, je suis Elena Inaf, responsable des ressources humaines et communication au sein de Logilec. Et justement, je vais vous parler de notre projet de mise en place de Digital Workplace avec IC, basé sur la solution Jalios, qui est une plateforme collaborative. Donc juste avant, je vous présenterai le contexte de notre société, parce que c'est quand même important de savoir dans quel contexte le projet a été développé, puis l'existant aussi de notre intranet et pourquoi on a décidé de changer, quels sont les enjeux et les objectifs de ce nouvel intranet qu'on a mis en place. La méthodologie avec laquelle on a travaillé, parce que forcément, comme Gilda l'avait évoqué, il y a toujours une méthodologie, même si on doit parfois aller très vite. Il est important de prendre le temps et de réfléchir aux méthodes de mise en place. Une timeline pour que vous voyez effectivement que ce projet a été mis en place assez rapidement. Et enfin, les points positifs de cette démarche. La société Logilec, c'est une PME, ça veut dire Logistique Leclerc. Mais je suis là, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Excusez-moi, le micro et la caméra ont été coupés, mais j'étais toujours là. Donc excusez-moi, voilà, je disais... Rebonjour à tous, Gilda à l'appareil. Elena a visiblement un petit problème technique à la revenue. Mais je suis là, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Excusez-moi, le micro et la caméra ont été coupés, mais j'étais toujours là. Donc excusez-moi, voilà, je disais que la société Logilec intervient pour tout ce qui est l'optimisation de la supply chain, la livraison des marchandises pour les magasins, notamment une partie des marchandises macro-paires, mais aussi la prestation logistique et l'échange de données informatisées qui accompagnent des flux physiques des marchandises. On n'est pas le prestataire logistique de tous les magasins, on n'intervient que sur une partie des sujets. De ce fait, on n'est pas une armée de collaborateurs. Nous sommes donc une PME d'une soixantaine d'employés. Nous avons plusieurs sites, nous avons 2 établissements distincts et des personnes qui sont présentes sur nos plateformes logistiques en région parisienne. De plus, nous avons une dizaine de personnes nomades qui se déplacent toutes les semaines, qui sont parfois en télétravail. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'accéder à l'information n'importe d'où, on va dire, pas quand, évidemment, il y a le droit de la déconnexion, mais en tout cas, ils ont besoin de posséder des informations importantes sans se soucier que le réseau n'est pas là. Donc de ce fait, en 2014, nous avons mené un projet de notre première intranet, en sachant qu'on était à l'époque moins de 50 salariés. Donc la décision a été prise de partir sur la solution SharePoint 2010 et nous avons souhaité, en tout cas c'était la ligne directrice de notre projet, de faire quelque chose déjà d'attractif visuellement et effectivement un digital workplace, c'est-à-dire les collaborateurs en se connectant sur intranet le matin, ils devaient avoir à leur disposition tous les outils, les accès aux applications profilées, les accès aux actualités
et toute la communication souvent descendante déjà, les accès aux indicateurs, à l'agenda, aux documents capitaux dont ils ont besoin, mais aussi aux documents de leur service ou de leur projet, et pouvoir collaborer simultanément sur un document ou un mode projet. Et nous avons donc abouti, je vous ai mis une petite capture d'écran si vous voyez, quelque chose qui est dans les couleurs Leclerc, qui est très joli visuellement et qui semblait répondre à notre besoin. Sauf que à l'utilisation, c'était pas si simple que ça. Parce qu'il s'est rapidement avéré que l'administration de SharePoint, c'était pas une mince affaire. Effectivement, vu que nous sommes une PME, donc c'était mon rôle d'administrer, on va dire plutôt de façon fonctionnelle SharePoint, mais c'est vrai que c'est assez complexe. C'est un outil très 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 complexe et il faut vraiment connaître bien et surtout, je me suis retrouvée à un moment donné toute seule à connaître l'administration fonctionnelle, voire technique. Donc effectivement, je trouvais que c'était pas normal, mais on n'avait pas d'autre solution parce que les ressources humaines sont assez limitées chez nous, petite structure. Donc je me retrouvais à faire des choses assez techniques toute seule. De plus, nous avons compris que ce projet qu'on avait dû mener un peu en mode tunnel, c'est-à-dire on a démarré le projet, mais malheureusement le résultat final, on l'a pas vu en vrai, on l'a vu que à la fin, à la livraison du projet, même si on avait participé à la recette. Finalement, je trouvais qu'une recette tout court, ça donne une partie, on corrige des bugs certes, mais on n'a pas le temps de s'approprier de l'utilisation de l'intranet. Et donc on a obtenu un outil qui a eu des contraintes techniques assez limitées à cause. Nous avons dû faire pas mal de spécifiques et malheureusement, chaque évolution qu'on a souhaité mettre en œuvre auparavant, c'était un échec, même une évolution vraiment mineure. Donc nous nous sommes rendus vite compte à l'évidence que l'outil ne peut pas fonctionner comme ça, parce qu'il est assez... en tout cas, il n'est pas adaptable à notre contexte, ni à notre structure qui connaît une évolution croissante et il faut qu'on évolue assez rapidement et donc l'outil, il faut qu'il puisse évoluer avec nous. Deuxième point qu'on a constaté, c'est que la collaboration était finalement assez limitée et il s'est arrêté à la possibilité de modifier les fichiers de type Word et même pas Excel en simultané. Donc finalement, il n'y avait pas de notion de partage de documents, du partage interne ou externe, de collaboration, de commentaires, de génération des tâches à partir d'un document. C'était très très limité ou très très lourd à mettre en œuvre. Et les contraintes techniques dont j'avais parlé tout à l'heure. Et de ce fait, nous avons commencé à réfléchir au nouvel intranet qui devait être collaboratif à notre sens, puisque l'intranet statique avec la communication descendante, ça ne nous convenait plus. La société a évolué, nous avons évolué, donc nous avions besoin de quelque chose de beaucoup plus souple et beaucoup plus agile. Donc nos attentes, c'était un intranet beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à mettre en œuvre et à administrer, la possibilité de visualiser les résultats tout de suite. Donc de type site internet que vous connaissez, de type CMS, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous convenait beaucoup plus. On ne voulait pas se lancer dans les formations des collaborateurs assez lourdes. Au lancement de l'intranet, on devrait donner à nos collaborateurs un livret, voire une notice en disant voilà, maintenant c'est à vous d'étudier. Pour nous, un intranet collaboratif, ça devait d'une part donner envie d'apprendre à l'utiliser plus et de l'autre part, les collaborateurs devaient comprendre assez simplement comment ça fonctionne. C'est un bon outil, c'est pour lequel on n'a pas besoin de faire des impressions d'écran ou des modes opératoires assez complexes.
Ensuite, le nouvel intranet devait être également agile et facile à adapter à nos futurs projets, puisque comme je vous ai dit, le contexte de la grande distribution oblige et nous avons beaucoup de projets qui émergent, qui ne sont pas vraiment prévus. D'autres projets qui étaient prévus et peuvent être mis en stand-by. Donc pour nous, c'est très important que cet intranet réponde à nos besoins. Évidemment, nous souhaitions avoir également un intranet qui puisse nous aider à capitaliser nos savoirs, puisque nous avons évidemment des documents jetables, des documents qui se périment, mais également des documents qui font partie de notre ADN, les documents capitaux que nous souhaitions garder. Et évidemment, il était important pour nous de pouvoir les capitaliser, notamment en gestion de version, notamment en collaboration. Et cette idée de Digital Workplace, pour nous, c'était capital pour que les collaborateurs puissent toujours avoir tout à portée de main le matin, accès à leurs applications bien évidemment, mais aussi des sujets qui les intéressent, des sujets profilés, les informations par rapport à leurs services, mais aussi par rapport au projet. Pour nous, c'était très important, d'autant plus que nous avons lancé, et nous souhaitons collaborer davantage, nous avons lancé une petite guerre à la messagerie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous submergés de mails. Chez nous, aujourd'hui, 75% de collaborateurs n'ont pas d'adresse mail qu'on appelle nominative, mais au profit des messageries collectives et donc collaboratives. Donc pour nous, c'était capital que ces 75% de nos collaborateurs puissent accéder à l'intranet et avoir toutes les informations, qui puissent ensuite pouvoir visualiser leurs demandes de congés, etc., sans se passer de mail. Alors, comment on s'y est pris ? Donc maintenant qu'on savait ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus, nous avons décidé, lorsque on a trouvé notre intégrateur, en l'occurrence ici, je parlerai de la timeline un petit peu plus tard, de gérer ce projet en mode agile, mais adapté à notre contexte. C'est vrai qu'agilité, on entend beaucoup parler d'agilité aujourd'hui. Pour nous, c'était surtout dans le cadre de ce projet de lancement, un mode plus light. C'est-à-dire, on arrête des projets tunnels. Comme je vous ai dit, nous n'avons pas de visibilité sur le résultat fini avant la recette. Il était important de visualiser tout de suite ce qu'on avait maquetté. Et bien sûr, on arrête de l'écriture et la littérature, comme on dit, en spécification détaillée. On ne souhaitait plus avoir ça, puisque finalement, l'expérience que nous avons faite avec SharePoint, nous avons eu à la fin du projet le livre de spécification détaillée. Mais je pense entre vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent ça, puisque d'une part c'est assez technique et de l'autre part, à chaque évolution, il faut refaire des specs. Mais sauf que nous n'avons pas de ressources ni humains ni techniques pour le faire. Et on se lance finalement dans des projets assez lourds pour lesquels on sait qu'on n'a pas du tout de ressources, ni le temps, ni de moyens. On n'a pas du tout de ressources. De ce fait, le maquettage de notre intranet a été fait en collaboration avec ASI, notre intégrateur. Bien sûr, c'était moi qui étais affectée à ce projet à temps plein. Évidemment, j'avais déjà une vision claire de ce que je souhaitais et de ce que je souhaitais pas, et ce qui était bien pour Logilec. Mais bien évidemment, je n'étais pas seule. On est bien sûr en collaboration avec les services, avec les managers. Bien sûr, les services métiers ont été sollicités pour les maquettages, pour les services qu'ils souhaiteraient développer, et les services informatiques, bien sûr aussi. Maintenant, je vais vous présenter... Elena ? Oui. Elena ? Oui. Elena, excuse-moi. Un certain nombre de participants se plaignent un peu de la qualité du son. Est-ce que tu pourrais couper ta vidéo, voir si on récupère un petit peu de bande et que ça améliore la qualité ? C'est toujours un plaisir de te voir, mais bon. Alors, on va essayer de faire comme ça. Et donc du coup, un petit message donc à Flore en particulier qui a fait ce commentaire. Flore, si vous pouvez nous dire si voilà, la qualité s'en ressent dans les secondes qui viennent. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Merci à vous.
Alors, par rapport à la, à la timeline donc, et au projet, donc nous avons procédé par plusieurs étapes, bien sûr. Au printemps 2017, nous avons décidé, quand nous avons décidé de choisir un nouvel intranet, nous avons dû donc voir plusieurs prestataires et notre choix s'est porté sur la solution Jalios, qui est la solution collaborative, effectivement pour ses capacités d'adaptation, de visualisation directe du résultat, de collaboration et surtout de la facilité à mettre en œuvre. Je regarde en même temps le chat, excusez-moi, pour voir si c'est bon. Bon, j'espère que ça va. J'espère que ça va mieux en tout cas. S'il n'y a pas de commentaires. Par la suite, en mois de juin, donc juste après, nous avons dû choisir l'intégrateur parce que Jalios propose les licences de leur solution d'intranet. Donc il y a les licences de la solution en elle-même et puis des briques, des options, des modules qu'on peut rajouter par la suite. Mais c'est pas Jalios qui se charge de l'intégration chez le client. Pour ça, ils ont des partenariats avec plusieurs sociétés informatiques, dont ASI. Et notre choix s'est fait naturellement pour ASI, d'une part parce que nous avons déjà collaboré auparavant, il y a quelques années, et surtout pour leur présence régionale, locale. En juillet 2017, nous avons débuté le projet. Pour cela, un consultant technique senior a été affecté à notre projet Logilec et nous avons travaillé ensemble sur l'élaboration du cahier des charges, parce que évidemment, côté méthodo, il fallait quand même si on a dit qu'on ne fait pas de spécification, il fallait quand même bien élaborer un cahier des charges. Donc, on a procédé à un brainstorming pour voir comment on peut bâtir notre intranet collaboratif, en sachant que forcément, on s'est un petit peu appuyé sur l'intranet existant, mais on a surtout voulu créer quelque chose de différent pour ne pas créer notre SharePoint bis. Donc c'était ça l'idée. Et pour cela, l'aide de ce consultant technique a été essentielle puisque en tout cas, ce que j'apprécie moi en collaboration avec ASI, c'est que ce conseil est vraiment important pour le client. En toute transparence, forcément, en tant que client, on est toujours tenté de proposer des choses, mais on ne connaît pas forcément leur faisabilité technique, mais surtout les limites de ces solutions. Et là, effectivement, le conseil était là. Le conseil était là, en tout cas, forcément, on était rassurés par rapport à ça. Et on a vite pu aboutir en tout cas à un cahier des charges assez complet, en sachant qu'on a souhaité démarrer notre intranet très rapidement. On m'a donné un objectif rentrée 2017, donc juste quelques mois, pour l'ouvrir à une partie des salariés et nos présidents. Donc à une dizaine de personnes, on devait bâtir un mini intranet collaboratif pour déjà voir comment fonctionne la solution, pour voir comment on l'anime, quelles règles de fonctionnement on peut adopter. Donc finalement, c'est ce qui s'est passé. En septembre, on a livré la première partie à destination de nos présidents surtout, un mini intranet avec une communication des actualités, une communication plutôt des responsables de service vers nos présidents, avec les indicateurs, avec l'agenda de service, donc quelque chose de très simple, parce qu'on s'est dit on va pas essayer de partir en studio graphique tout de suite, on démarre au plus simplement, parce que l'outil est très natif et on peut vite fait construire des briques. Certes, graphiquement, on peut toujours faire plus joli, mais ce qui était important pour nous, c'est de voir surtout côté fonctionnel et facilité d'animation. Ensuite, en septembre-octobre plutôt, on m'a exprimé un nouveau besoin qui n'était pas là au départ. La direction a souhaité mettre en place la newsletter avec les actualités logistiques qu'on enverrait tous les mois à nos clients.
les magasins et les centrales régionales. Donc c'était pas du tout le besoin exprimé, ça n'avait rien à voir de l'intranet et en plus c'était la partie publique, c'est-à-dire n'importe quelle personne ayant le lien pouvait voir la page de newsletter et lire les actualités. Donc un nouveau défi pour moi et pour Aïssi en l'occurrence, qui a su répondre rapidement aux besoins et développer cette partie-là, on va dire publique, de notre intranet plutôt interne. Ces parties-là ne se mélangent pas et ça nous permet aussi de diffuser notre intranet tous les mois avec le système en tout cas de fonctionnel, de remplissage de contenu identique à notre intranet collaboratif. Au mois de novembre, nous avons terminé le maquettage de l'intranet collaboratif à destination cette fois-ci de tous les collaborateurs et on a débuté la recette. En janvier, après la recette, j'ai formé les managers parce qu'on a dit que ça serait bien qu'on puisse avoir des ambassadeurs dans les services et il était important pour nous que les managers soient associés à cette démarche. Donc les formations ont été faites. Après, effectivement, j'ai passé pas beaucoup de temps avec eux là-dessus. Ils ont vite fait compris comment ça fonctionne, parce que c'est assez facile à prendre en main. Et enfin, en septembre 2018, nous avons mis en place l'intranet à l'ensemble de tous les collaborateurs. La migration à proprement parler, en sachant qu'on a fait une semaine, on a fait des blocs chaque semaine, on a fait des blocs de 3 à 4 services pour grouper le transfert des fichiers dont ils avaient besoin surtout et des formations des personnes. C'est vrai qu'il s'est passé du temps entre janvier et septembre 2018, mais c'était lié uniquement à la disponibilité des ressources et notamment à ma disponibilité, puisque j'ai dû gérer d'autres projets en parallèle. Donc voilà, malheureusement, les petites structures, on n'est pas toujours affecté au projet à 100%. Mais en tout cas, depuis le maquettage jusqu'à la mise en place, c'était très très rapide. Les résultats, j'ai pu les visualiser tout de suite et ça nous a rassurés. Et le fait d'avoir du temps d'ouvrir déjà une partie de l'intranet à une petite population de collaborateurs, ça nous a vraiment permis à prendre en main l'outil et de remarquer des choses qu'on ne verrait pas forcément lors de la recette. Enfin, je vais conclure avec les points forts de la démarche. Comme je vous ai dit, c'est la rapidité de la mise en œuvre parce que le produit a été prêt à utiliser rapidement et la visualisation directe du résultat. Et je vais vous montrer quelques impressions d'écran de ce qui a été demandé. Donc là, vous voyez par exemple, je vous montre à titre d'exemple, c'est la partie à destination de nos présidents qui a été développée en premier lieu en un mois. Donc vous voyez graphiquement, c'est que du natif, il n'y a pas de spécifique du tout. Donc déjà, rien que nativement, on peut déjà faire des choses très très jolies, je trouve. Ici, vous visualisez les actualités sur la gauche et la partie agenda et le bloc dernier document plutôt sur la droite. Et en sachant qu'on a plusieurs menus dans la barre de navigation. Et là, c'est notre page principale de notre intranet tel qu'il est aujourd'hui. La partie à gauche est réservée plutôt aux actualités d'entreprise. Ensuite, l'agenda de l'entreprise et la partie de droite concerne plutôt le collaborateur avec les applications profilées et les espaces collaboratifs auxquels il a droit de participer. Donc c'est la page principale, bien sûr, elle a plusieurs menus. Et enfin, ces espaces collaboratifs, par exemple, voici un exemple d'un espace collaboratif. Donc, des personnes qui en font partie, ils peuvent y déposer les documents, ils peuvent communiquer entre eux, et ils peuvent avoir l'agenda de service et avoir l'accès aux applications opératoires utiles. Ils peuvent commenter, partager les documents s'ils souhaitent avoir une action de leurs collègues. Donc il y a beaucoup de possibilités.
Enfin, pour vraiment terminer, donc par rapport au projet futur, nous avons plusieurs pistes. Jalios, donc le logiciel permet déjà d'avoir euh, les usages assez diversifiés de cette solution. Aujourd'hui, on est limité, on a vraiment initié cette démarche Digital Workplace plus collaboratif au niveau de la gestion documentaire. Mais pourquoi pas, demain, on pourrait standardiser tout ce qui est process, notamment process RH, gestion des demandes, des ressources, du matériel, des déplacements, etc. Donc, on est en réflexion là-dessus, mais aussi gestion des tâches. Et techniquement aussi, on réfléchit bien sûr, il y a la nouvelle version qui est sortie de Jalios qui est très très sympathique et permet encore beaucoup plus de choses graphiquement jolies, on va dire, nativement. Donc on réfléchit là-dessus. Donc beaucoup de projets encore. Si je vais me permettre de reprendre la parole pour compléter un petit peu ce que vient de dire Elena sur cette partie donc d'enrichissement. Comme vous le voyez, on est parti sur vraiment un dispositif, une réponse fonctionnelle qui est basique, parce que c'était ça l'enjeu, c'était de mettre en place quelque chose des quick wins. Mais la plateforme, comme c'est à l'étude aujourd'hui, donc ça va se faire sur 2019 et très probablement sur 2020 et ainsi de suite, eh bien l'idée va être d'enrichir avec des outils métiers, des outils RH, des outils, tout le principe de self-care par exemple, qui vont pouvoir être hérités de plateformes métiers très spécialisées pour être intégrés et exposés, agrégés en quelque sorte, dans la plateforme Jalios. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors je vois qu'il commence à y avoir des questions qui arrivent. Alors je vais, si vous voulez bien, je vais en prendre connaissance et essayer d'y répondre au mieux. Alors, quel budget pour l'accompagnement et le logiciel? Alors c'est une question sur laquelle je vais être très très embêté pour répondre comme ça en ligne. À la fois pour un des sujets et l'autre. Hein. Bon, sur la partie logicielle, évidemment, c'est plus une réponse que doit vous faire l'éditeur, plus que nous. Pour la partie accompagnement, bien, on est parti sur un démarrage sur un projet au temps passé avec le GILEC et c'était de l'ordre de quelques dizaines de jours, donc du coup de l'ordre de quelques dizaines de cas. Ça a vraiment été un projet très 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 modeste. Après pour le logiciel, bien ça dépend évidemment, hein, c'est le fonctionnement d'éditeur, à la fois du périmètre fonctionnel que vous activez sur la plateforme. C'est une plateforme modulaire, ça veut dire qu'on a à minima, donc on va dire le cœur de l'outil, le socle, et sur lequel viennent s'ajouter des modules complémentaires, des extensions fonctionnelles qu'on active évidemment que si vous en avez besoin. Je vais vous donner un exemple qui va être assez illustrant, mais si vous avez besoin de faire de la géolocalisation, bien vous allez acquérir le module qui vous permet de bénéficier de toute la cartographie Google par exemple. Mais ça, c'est pas un besoin qui est actif que c'est nécessaire. Donc c'est assez compliqué de vous donner un ordre de grandeur de licence comme ça dans le flou. Est-ce qu'une reprise de données est réalisée à partir de SharePoint? Eh bien oui. C'est effectivement une demande qu'on a eue assez rapidement de la part de Logilec, de dire ben voilà, on a tout un historique de contenu sur SharePoint. Il n'est évidemment pas question de réécrire ou de mettre tout ça à la poubelle, hein, parce qu'il y avait énormément de valeur dans ces contenus. Donc il y a eu un chantier de reprise qui a été précédé par un gros travail en amont, donc côté Logilec, pour aller faire en quelque sorte, vous allez me passer l'expression, mais le ménage dans les contenus, voir ce qui n'était plus d'actualité, ce qui était doublon, puis mettre un petit peu plus de pression sur les propriétaires, finalement sur chaque service, pour que ne soit récupéré dans Jalios que ce qui était nécessaire. Et ce chantier-là a été mené donc sur plusieurs itérations, parce qu'il y avait plusieurs sites SharePoint à reprendre, et on a effectivement mis en place une moulinette qui a permis comme ça de récupérer, de réinjecter dans Jalios une bonne partie de l'existant SharePoint. Voilà, c'était quelque chose, comme je l'ai évoqué, pour compléter ta réponse, Gilda, on a groupé les services pour effectivement limiter les coûts, mais on a fait quand même on a dû faire 3-4 lancements comme ça, mais en tout cas, de notre côté, un travail très important a été réalisé parce que quelque part, je rejoins Gilda, il fallait vraiment aller un peu à l'appel
et expliquer, être assez pédagogue. C'est vrai qu'on est tous pareils, on aime bien garder nos vieux documents au cas où. Mais on a dit que finalement, il n'y a pas de au cas où. On a créé des copies de réserve, mais on a vraiment pris sur Jalios que ce qui était nécessaire en essayant de limiter au maximum le nombre de documents. Donc après, Flore pose également une question qui est très, très intéressante, très pertinente. Donc c'est la question de l'usage en mobilité, en nomadisme. Donc vous parlez, Flore, d'une appli. Il n'y a pas d'appli au sens mobile. Il n'y a pas d'apps en fait Jalios. Alors, en tout cas, dans la version de Logilec, ce qu'on a, c'est une version responsive du site. Alors, et juste pour vous dire, bon, parce que je vois le temps qui tourne, il y a d'autres questions qui sont tombées, questions auxquelles je voudrais répondre. Juste pour vous dire qu'on a eu quelques projets pour lesquels la cible était majoritairement une cible qui allait utiliser donc l'application en mobilité, et on est resté sur une appli web, hein, donc pas une apps en tant que telle, mais une appli web qu'on a travaillé en UX en priorité pour un usage mobilité. Et après, les maquettes ont été finalement en quelque sorte déclinées pour fonctionner d'une manière très satisfaisante sur station de travail sur desktop. Mais notre première cible, donc à la fois humaine mais aussi donc en termes de conception, était la cible mobile. Alors un petit bémol, donc depuis tout dernièrement, il y a la version 10, Jalios délivre une apps compatible, donc évidemment iOS et puis Android, qui permet d'accéder à la plateforme donc dans une version apps, donc pour bénéficier des notifications, par exemple, des choses qu'on n'a pas sur une application web utilisée sur un mobile. Dernière question de Riyad, comment se gère l'archivage, le stockage, l'accessibilité, post-archivage et destruction de capitalisation? Alors, j'espère ne pas répondre à côté. Donc, les données sont pour partie stockées en base de données et stockées en store, donc dans un espèce de stockage XML. Hein, c'est comme ça, c'est le cœur du fonctionnement Jalios. Donc, tout ce qui est stocké en base de données, bien là, on va dire l'archivage, toutes les sauvegardes, c'est une problématique qui dépasse la plateforme en elle-même, hein, qui est une problématique d'exploitation, donc on laisse à la main de chaque équipe IT. Toutefois, donc dans la plateforme en elle-même, on peut procéder à la fois, c'est une fonctionnalité classique de CMS, hein, à une expiration des contenus, ce qui veut dire, alors expiration, c'est pas un bel anglicisme, mais on entend par là que le document a le statut expiré, donc n'est plus visible dans Front Office, mais toujours accessible en back office. Donc ça, c'est une première étape d'archivage, c'est plus un archivage logique que physique. Et puis après, donc la phase d'après est l'archivage, où là, donc, on transforme le document en fichier donc qui prend moins de place, dont le contenu est sauvegardé, donc mais plus la forme. Hein, donc on réduit complètement la taille et il n'y a pas de retour arrière quand on a atteint ce statut d'archivage. Voilà. Alors j'espère avoir répondu à la question, mais je suis pas très très sûr, puisque vous parlez pour la fin de destruction des capitalisations, et j'avoue ne pas trop comprendre ce que vous entendez par là. Alors, si vous voulez bien préciser, Riyad, s'il vous plaît. Bon, en attendant que d'autres questions ou que des précisions de Riyad arrivent, je voulais juste rajouter, parce que je vois qu'il est déjà 15h13, donc on va vous envoyer dans cette présentation, la présentation d'aujourd'hui, un peu enrichie avec quelques slides supplémentaires, à la fois sur la société ici, mais également sur la plateforme Jalios, hein, qui a été le socle technique sur lequel on a travaillé, nous avons réalisé ce projet avec Elena, donc pour le GILEC. Et puis nous sommes bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire et un peu plus personnalisée. Alors là, je réponds à une des questions préalables qui était sur la question des budgets. C'est compliqué au téléphone sans avoir plus d'éléments de vous annoncer des ordres de grandeur. Donc voilà, j'aurai plaisir à compléter les informations soit au téléphone ou soit par un autre en nous rencontrant. Voilà, donc on reste à votre disposition pour des informations plus poussées. Donc Ryan n'a pas précisé sa question et je ne vois pas apparaître d'autres questions. Donc il va nous rester quelques secondes. Si quelqu'un veut conclure côté questions,
Donc Riyad me dit que c'est OK, très bien. Voilà, si quelqu'un a une dernière question à nous poser avant que nous fermions ce webinaire. Voilà, en tout Bon, cas, ça n'a plus l'air de bouger. Donc, écoutez, nous reste à vous remercier pour votre participation. Bon, on espère avoir apporté un éclairage intéressant, voilà, et un retour d'expérience très pratique avec l'intervention d'Elena. Et puis voilà, encore une fois, nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou une discussion qu'on pourrait avoir sur votre projet particulier. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.